C'est désormais inscrit dans les agendas des ministères béninois en charge de l'éducation, une conférence de presse avec les hommes des médias à la fin de chaque trimestre de l'année scolaire pour partager avec ces derniers le point de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le secteur de l'éducation. Pour cette première qui a eu lieu ce mercredi 8 novembre 2023 dans les locaux du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, le point de la reprise des classes 45 jours après, et notamment les réformes engagées, la gestion des AME et les perspectives, a été fait aux professionnels des médias. Les cours ont réellement démarré depuis le 18 septembre 2023 avec les apprenants à tous les niveaux, que ce soit la maternelle, au primaire, au secondaire, général, technique et au supérieur aussi. Tout ce qui est prévu en la matière avait été réalisé. Et je peux vous dire que les cours se poursuivent normalement, sans anicroche jusqu'à présent. Les salles de classe ont été mises à disposition, le personnel enseignant a été mis à disposition. Pour ce qui concerne le primaire, les cantines scolaires ont démarré depuis le 18 septembre et fonctionnent à merveille jusqu'aujourd'hui, je dirais sans accroc, sans anicroche. Donc on peut vous dire qu'à l'heure actuelle, tout fonctionne normalement au niveau du sous-secteur des enseignements maternels primaires. Nous sommes conscients que le secteur de l'éducation étant un secteur dynamique, n'est-ce pas, et même complexe. Donc on fait ce que l'on doit faire. L'État essaie de faire ce qu'il doit faire, même s'il y a encore quelques difficultés par endroit. Donc au nombre des difficultés que nous pouvons partager avec vous, premièrement, c'est qu'il y a cette récurrence chaque année, en période de septembre, là, des inondations dues à la crue, également dues à la saison des pluies. Là également, l'année scolaire en cours n'a pas échappé à cette règle-là. Il y a des écoles de certaines zones, notamment dans la Liborie et dans la vallée, également ici dans l'Ouémé, qui n'ont pas pu démarrer, où les enfants n'ont pas pu intégrer ces écoles-là pour raison d'inaccessibilité, par inondation et autres. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire pour, disons, colmater les brèches? Alors, on avait déjà mis en place, puisque c'est un problème récurrent, un programme spécial pour toutes ces écoles et des emplois du temps spéciaux pour toutes ces écoles. Ces programmes et emplois du temps ont été mis en place, n'est-ce pas, jusqu'au moment où l'eau pourra se retirer et les enfants pourront avoir accès à leur école, y compris même les enseignants. Alors pendant ce temps, on les déploie et on les a déployés dans d'autres écoles. La question maintenant d'insécurité, n'est-ce pas, dans cette région de notre pays que vous connaissez bien, là, comment nous avons pu l'aborder? On a fini l'année scolaire 2022-2023 avec 12 écoles fermées au niveau de 2 départements, la Takora et la Liborie. 12 écoles primaires publiques fermées pour cause d'insécurité. Alors à cette rentrée-ci, 3 ont pu rouvrir leurs portes normalement. Donc il ne reste qu'environ 9. Alors lorsqu'on fait une moyenne de 200 ou 250 apprenants par école, alors vous rassurez que nous sommes autour d'environ 1800-2000 apprenants, mais le chiffre réel que les directeurs départementaux nous ont mis à disposition, ça porte sur environ 1403 apprenants, n'est-ce pas, qu'on n'a pas pu récupérer jusqu'à présent du fait du problème de la sécurité. Mais approche de solution, avec les populations, le travail se poursuit sur le terrain pour que, dans la collaboration, ces écoles-là puissent rouvrir leurs portes, notamment les 9 autres. L'année scolaire 2022-2023 écoulée, on avait comptabilisé 165 jours de classe ouvrables, pendant lesquels les enfants devraient être nourris à l'école. Et sur les 165, il y a effectivement mise à disposition de repas pendant 155 jours. Les 10 jours de différence, on les a retrouvés dans le 3e trimestre, la période de mai, avant qu'ils préparent les examens de fin d'année où un peu partout les enfants et les enseignants n'étaient plus totalement disponibles, peut-être pour raison d'examen blanc, peut-être pour raison, n'est-ce pas, de travaux dirigés. Donc là, il y a 10 jours d'écart. Mais les vivres sont restés au niveau des écoles.
Ce qui fait que dans la dotation du premier trimestre pour le compte de l'année 2023-2024, le partenaire PAM a tenu compte de l'existant après vérification de l'état de ce qui existait pour mettre à disposition de nouveaux vivres. Donc actuellement, nous avons dans toutes nos écoles une dotation en vivres qui couvre tout le premier trimestre de l'année scolaire. Il y a déjà même une anticipation sur le deuxième trimestre de l'année scolaire. Il faut distinguer aujourd'hui dans le personnel enseignant au niveau de tous les ordres d'enseignement et beaucoup plus au niveau de la maternelle, du primaire, du secondaire général. Nous avons 3 catégories aujourd'hui d'enseignants qui exercent dans nos écoles. Nous avons les fonctionnaires d'État, nous avons les agents contractuels de droit public de l'État et nous avons les aspirants au métier d'enseignant. Quand on a fait le point au niveau de ces 3 catégories, il faut retenir qu'aujourd'hui, au niveau du sous-secteur d'enseignement maternel et primaire, on ne peut plus parler de déficit d'enseignants. Chaque classe, désormais, a son enseignant. Alors, nous avons fait nos calculs sur la base des classes subventionnées, c'est-à-dire des classes qui reçoivent les subventions de l'État, y compris même les sections au niveau de la maternelle. Alors, quand on a fait ce point, alors on a retrouvé environ 37 600 salles de classe subventionnées par l'État. Donc, ça dit que c'est des classes qui existent normalement. Okay. Alors, quand on a fait le point des enseignants, n'est-ce pas, avec lesquels on a fini l'année scolaire, okay, on a eu plus de 37 700 enseignants qu'on a déployés sur le terrain, toutes catégories confondues. Ce qui fait qu'on a fini l'année scolaire avec un surnombre d'environ 40 enseignants. Bien sûr, il y a eu des disparités que nous sommes en train de corriger. Alors, quand vous prenez les 3 catégories d'enseignants, quelle que soit la catégorie dans laquelle l'enseignant a évolué aujourd'hui, et notamment les aspirants au métier d'enseignant, ils sont tous appelés à devenir des agents de l'État. Je voudrais que nous retenions cela de façon fondamentale. C'est un programme de préinsertion qui a été mis en place pour corriger un certain nombre de dysfonctionnements que nous avons connus par le passé. Que ce soit enseignants communautaires ou vacataires, le gouvernement a décidé de mettre fin à ces genres de calvaire. Des communautaires que les parents payaient par système de troc. Il n'y a pas une assurance de salaire à la fin du mois. C'est sur la base de ce que les parents produisent qu'on lui offre à manger. Peut-être le logement qu'on lui met à disposition également est comptabilisé dedans. Donc il n'y avait rien de sûr à cela. Et pareil pour le secondaire où le gars doit passer dans plusieurs établissements dans la journée au péril même de sa vie. Avec quel salaire encore? Donc, en 2019, nous avons décidé de mettre fin à ça, de sédentariser ces enseignants, de leur créer des conditions, je dirais, stables. Au lieu de courir d'établissement en établissement, il reste dans un seul établissement, il fait ses cours, il prend son salaire à la fin du mois. Quand dans un autre niveau du primaire, il n'est plus à la sorte de parents d'élèves, il n'est plus à la sorte de la communauté, l'État prend ça en charge. Et entièrement. Et l'État a pris la décision désormais de dire c'est un point de départ. Alors de ce point de départ, ils peuvent devenir agents de l'État. Et c'est en cela que des mesures ont été prises au niveau du gouvernement pour que désormais ces aspirants puissent être reversés, n'est-ce pas, dans la catégorie des agents contractés de droit public de l'État. Et le travail est un coût. Ça va se faire. Donc, un aspirant au métier d'enseignant aujourd'hui peut devenir demain fonctionnaire de l'État s'il se prend au sérieux, s'il fait son travail comme cela se doit, s'il remplit son cahier des charges parce que ce sera la suite d'une évaluation. Nous parlons désormais de la professionnalisation du métier d'enseignant. Avant qu'ils n'y arrivent, ils ont bénéficié de quelques jours de formation, je parle toujours des AME, et sur le terrain, on organise le suivi. Mais avant qu'ils deviennent agents contractés de droit public de l'État, il faudra qu'on puisse les évaluer et qu'ils donnent la preuve de ce qu'ils ont désormais développé une vocation pour le métier. Ils vont désormais s'y adonner. Et dans la catégorie des agents contractés de droit public de l'État, ils peuvent devenir également fonctionnaires de l'État. Avec ce mécanisme d'aujourd'hui, nous pouvons vous dire que le problème de déficit que nous avons connu est totalement résolu.
sauf les disparités qui pourraient encore exister quelque part. Je vous rappelle à titre d'illustration qu'en 2016, lorsque moi j'ai été nommé à la tête de ce ministère, j'avais 12 000 postes vacants d'enseignants. 12 000. Et pour parer au plus précis en son temps, pour vos bons souvenirs, on était obligé de renvoyer sur le terrain ces enseignants qui étaient au poste sédentaire, qui avaient moins de 15 ans de service et qui n'avaient pas de problème de santé en tant que tel. On a dû faire des fusions, c'est-à-dire on a dû fermer certaines classes qui fonctionnaient avec moins de 25 apprenants. Et on a opéré une sorte de gestion rationnelle en ce moment-là. Pour parler plus, malgré ça, on avait encore des déficits d'environ 8 000. Ce qui a justifié qu'en 2019, lorsqu'on a mis le programme des AMU là en place, qui est une préinsertion, je le répète, on a décidé de combler le déficit d'un seul tenant. Il y avait 8 736 en ce moment-là, si mes souvenirs sont bons, et l'État a décidé de recruter la totalité. Et c'est depuis ce temps-là qu'on parle désormais d'une classe, un enseignant, au niveau du secteur enseignement maternel et primaire. Alors, s'il faut aborder quelques spécificités au niveau du secondaire, je voudrais vous rassurer par rapport surtout à la gestion des enseignants communément appelés AME. Comme l'a dit le membre, nous avons quitté une situation avant 2019 où au secondaire, on parlait d'enseignants vacataires avec toute la précarité que vous connaissez par rapport donc à ces enseignants. Je ne vais pas rappeler tout ce que le membre a déjà dit, que vous connaissez déjà très bien. Nous sommes passés à une situation, mettons, de stabilité qui est bénéfique non seulement pour les intéressés eux-mêmes, donc ex-vacataires, mais aussi pour notre école. Parce que ça permet donc de vérifier les profils et de s'assurer que les heures sont convenablement exécutées, de s'assurer également que les ressources sont gérées de façon efficiente. À la date d'aujourd'hui, nous utilisons près de 16 000 AME. Les AME qui sont dans la base et qui attendent d'être déployés à la date d'aujourd'hui sont de 2964, tout corps confondu. Lorsque je prends ceux qui sont titulaires d'une maîtrise en français ou d'un CAPES en français et qui attendent encore, ils sont 24. Je vais ajouter seulement 24. Ceux qui sont titulaires d'une maîtrise en mathématiques, ils sont 10. Et d'une maîtrise en PCT, ils sont 22. Alors, je donne cette précision pour que vous voyez à peu près ce qui se passe lorsque nous disons qu'il faut faire recours aux professeurs à la retraite dans certaines matières, les matières que je viens de citer. Français, mathématiques, PCT. Nous le disons, ce n'est pas parce que nous ignorons ceux qui sont dans la base. Comme vous le savez très bien, on nous dit souvent il n'y a pas de professeurs qualifiés dans les collèges et le doigt est souvent mis au niveau des établissements à second cycle. Pour précision, pour enseigner au second cycle, il faut donc avoir un certain niveau, soit la maîtrise ou surtout le CAPES. Alors, si nous voulons régler ce problème, il faut non seulement utiliser la base, mais si la base est épuisée, il faut chercher ailleurs, surtout quand nous voulons donc du personnel qualifié. Et je fais une parenthèse pour dire qu'en vérité, ce n'est même pas une mesure nouvelle parce que parmi les AME qui exercent, nous avons des retraités qui ont pris part au test. Il y en a. C'est des mesures conjoncturelles que nous prenons. Mais à côté de ces mesures, il y a des mesures structurelles plus efficaces.
qui permettent de régler définitivement la question de la pénurie en qualité des enseignants dans nos établissements. L'une d'elles, c'est la création en cours des lycées scientifiques et des écoles normales supérieures scientifiques. Bientôt, nous aurons des lycées scientifiques qui prendront en charge nos jeunes apprenants qui seront formés en sciences et après le baccalauréat, ils seront récupérés par les écoles normales supérieures scientifiques pour faire de vrais professeurs de sciences. Cette mesure-là permettra de régler à moyen et à long terme définitivement la question donc, de la pénurie des enseignants en sciences. Mais pour l'instant, nous utilisons ce que nous avons sous la main. Avant le programme de préinsertion qu'on appelle AME, donc lorsque nous assistions tous, nous utilisons les enseignants vacataires, nous sommes tous témoins qu'ils étaient partout à la fois en prenant 2 heures, 4 heures, 3 heures par-ci, par-là. Le programme a permis de stabiliser et cette stabilisation est progressive. Je me souviens qu'en 2019, nous voyons sur les réseaux sociaux 32 heures, 33 heures, on parcourt 5 établissements, 6 établissements. Mais aujourd'hui, ça s'est nettement amélioré. Nous suivons la gestion et l'utilisation des AME de façon très rationnelle au niveau de nos établissements. Grâce à la dématérialisation, donc grâce à l'outil EducMaster, nous suivons de très près. La moyenne aujourd'hui du quota horaire attribué aux AME est de 24 heures, la moyenne. Et nous avons également donné des instructions pour que dans les départements où les écoles sont distantes l'une de l'autre, le département du Nord notamment, qu'on évite donc de faire en sorte qu'un AME aille à plus de 2 établissements, plus de 3 établissements, pour couvrir donc le minimum de quota horaire. La pratique d'antan qui consistait aux responsables administratifs de prendre tous azimuts des heures supplémentaires, nous avons mis fin à cela en disant que priorité doit être donnée aux enseignants, FE, ACDPE et surtout AME. Et les heures résiduelles, on verra comment les régler. Donc la gestion que nous faisons des AME, c'est une gestion qui est vraiment basée sur du rationnel. À l'heure actuelle, les besoins provisoires que nous avons retenus au niveau donc, de nos établissements. Lorsque je prends par exemple PCT, nous avons un besoin de 136 enseignants. Lorsque je prends philosophie, de 19 enseignants, mathématiques, de 182 enseignants. Bref, je vous parlerai de la couverture globale en enseignants à l'heure actuelle qui est de 91,52%. Ça ne veut pas dire que nous allons nous arrêter là. En fait, lorsque vous nous suivez depuis donc, quelques années, vous allez constater que le déploiement des AME se fait en phase. Il y a une première phase où ceux qui ont servi l'année précédente confirment leur disponibilité et sont redéployés. Une seconde phase où on déploie les nouveaux qui sont dans la base. Mais entre les deux phases, il y a donc des vérifications qui se font pour qu'on s'assure que réellement les besoins sont là. Alors donc je disais que 91,52% de couverture en heure d'enseignement et nous allons améliorer ce taux de couverture à partir donc d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi, jusqu'à la semaine qui suivra, il y aura donc un nouveau déploiement pour pouvoir améliorer la couverture en enseignant. Plusieurs questions ont été posées par les journalistes auxquelles ont répondu les deux ministres. Lorsque le gouvernement a décidé de leur reversement du moins de ceux qui ont déjà minimum 3 ans d'expérience à la matière, et le gouvernement a parlé d'une évaluation positive, je l'ai dit tout à l'heure.
Alors, quelle est la forme de cette évaluation, n'est-ce pas? C'est autour de ça qu'il y a eu un peu quelques quiproquos. Donc, le travail se fait actuellement là, à travers un comité interministériel que nous avons mis en place et qui étudie les critères de reversement des AME là, qui ont déjà minimum 3 ans d'expérience. Mais nous, on a opté pour, disons, une évaluation pratique. Ce que je disais tout à l'heure, lorsque tu choisis d'être enseignant, alors, puisque tu y es rentré à travers un test écrit, alors, et si on veut t'élever à un niveau, n'est-ce pas, supérieur, il faudra que tu nous donnes la preuve de ce que tu sais faire en tant qu'enseignant. C'est à cela que nous avons opté pour, n'est-ce pas, une évaluation en situation de classe. Et c'est cela qui se fait actuellement. Je dis au passage là que ce soit au secondaire ou au primaire, les AME, vous allez trouver également là 2 catégories. Il y en a qui sont titulaires de diplômes professionnels déjà. Ok, CEAP, CAP, BAPES, CAPES. Il y en a qui sont seulement titulaires de diplômes académiques, baccalauréat, licence, maîtrise. Donc, tout ça là, on doit pouvoir, disons, apprécier au cas par cas et voir qu'est-ce qui manque à quelqu'un. C'est dire que la question de formation n'est pas définitivement écartée. Elle reste de mise, n'est-ce pas, en fonction, n'est-ce pas, de ces agents-là que nous avons en fonction de leurs besoins que nous aurons identifiés. À titre d'illustration, lorsque vous prenez un diplômé académique que vous voulez reverser dans le corps des agents contractuels du droit public de l'État, quelqu'un qui a un baccalauréat, ou bien une licence, ou bien une maîtrise, alors on ne peut pas le mettre au même niveau que quelqu'un qui a un diplôme professionnel. Lui va passer forcément par une étape, disons, d'élève de quelque chose d'abord avant d'être professionnel. Donc tout ça là, c'est un détail là que le comité est en train d'étudier actuellement. Ouais, au niveau du primaire, surtout, les classes ne sont pas attribuées n'importe comment. L'attribution des classes, n'est-ce pas, est régie par un test. Le chef d'établissement, jusqu'à présent, le directeur d'école, n'est-ce pas, c'est lui qui est tenu de garder la classe du CM2, quelle que soit la compétence de l'AME. Si un directeur d'école fait le contraire, non, si on est informé, il sera sanctionné. C'est lui qui est tenu de garder la classe du CM2, parce que c'est la classe d'examen. Du moment où il est le plus gradé même de l'école. Alors, s'il ne tient pas la classe du CM2 pour d'autres raisons, et il a un autre, au même niveau de grade que lui, à qui il confie le CM2, lui doit aller au CI. Et ça également, c'est régi par un test. Ce n'est pas, disons, au vouloir du directeur d'école. Les zones qu'on peut qualifier de zones inondables, desquelles on ne peut jamais déplacer les populations, c'est leur zone de vie. Quand vous prenez la vallée, par exemple, la vallée de l'Emé, vous ne pouvez pas déplacer les populations de Bécor, par exemple, pour leur dire ne restez plus là. Vous devez aller ailleurs. Vous prenez la Soava, par exemple, vous prenez les Aguégués, on ne peut pas leur dire, vous ne vivez plus ici. C'est pourquoi on a mis en place, je vous le répète, une politique en la matière. Ce qu'on pourrait faire, et qui paraîtrait comme un luxe pour un pays comme le nôtre, c'est d'avoir plusieurs calendriers scolaires. Mais sinon, on a 12 départements avec les populations que nous connaissons, et on va créer peut-être 3 ou 4 zones. On va faire pour chaque zone, là, selon leur réalité, différents calendriers scolaires. Ça veut dire qu'on va passer plusieurs examens dans la même année. Les enfants ne seront plus appelés à passer le même examen national. Donc les examens seront organisés en fonction des calendriers, en fonction, n'est-ce pas, des programmes du moins dans ces localités. Ce qui paraît, il faut assumer cela pour le Bénin aujourd'hui comme pour le moment un luxe. Peut-être on y arrivera un jour. Encore, il faudra faire le type de faisabilité en amont pour en connaître les coûts et pour également percevoir la pertinence d'une telle politique. Je peux vous rassurer et je fais attention à cela tous les ans quand les résultats nous parviennent. Les élèves de ces zones-là, que ce soit dans Malanville, que j'ai connu aussi, je suis allé jusqu'à cette région inondée de Malanville en son temps. Lorsque l'eau se retire, les enfants reprennent avec les programmes spéciaux. Déjà en février, ils sont au même niveau que les autres apprenants. Vous prenez les résultats scolaires à travers les examens nationaux, ils ne sont pas parmi les derniers. Hein. Ils sont toujours parmi les meilleurs. Ok.
Donc il n'y a pas quelque chose de spécifique qu'on peut faire en dehors de cette politique-là qui existe, avec des documents, avec des formations qu'on donne à ces enseignants-là, et avec le suivi qui est organisé. Par contre, ce qui nous intéresse dans le domaine, et qui m'amène souvent à interpeller les communautés, je voudrais que vous reteniez que ce n'est pas l'État qui se lève un beau matin là pour dire « moi je vais créer une école ici ». Ce que nous avons déploré par le passé, j'ai parlé tout à l'heure d'école politique. Non, c'est la communauté qui demande la création d'une école, en commençant par mettre à disposition le site qui va abriter l'école. Après la mise à disposition du site, c'est la communauté qui met les premiers bâtiments en place. Et les tests sont prévus que ce soit des bâtiments en matériaux définitifs, pas précaires. Ok. Que la communauté équipe déjà les locaux, les infrastructures dont vous parlez là, que ça soit déjà équipé, tout au moins une unité de 25 tables bancs, et que l'on donne la preuve que les apprenants là existent réellement. Et lorsqu'on a fini de faire tout ça, on fait la demande, on constitue un dossier signé par le chef du village ou le chef de quartier de ville, signé par le maire de la commune, et ça passe par le conseil consultatif départemental. Et une visite, n'est-ce pas, de site s'effectue par les services techniques du ministère pour s'assurer que réellement les conditions sont réunies pour la création, n'est-ce pas, d'une école. C'est comme ça que ça remonte. Donc, retenons que c'est une affaire de la communauté, c'est la communauté qui demande, c'est la communauté qui prend les premières dispositions. L'État, lorsque l'État autorise, il est obligé de nommer, n'est-ce pas, dans un premier temps, le directeur de cette école-là, si ça commence par une classe, le directeur là au moins. Okay. Et les tests sont prévus que ça commence par une classe pour le public. Et c'est pour le privé que, bon, lorsqu'on constate que les conditions sont réunies, il peut créer les 6 classes à la fois. Mais pour le public, il commence par une classe. Et l'extension est désormais biennale, c'est pas tous les ans. Mais ce qui me cœur, que je constate vous et moi tous les jours, et qui nous interpelle tous, c'est qu'il y a certaines communautés, certaines populations qui vont mettre le site de l'école dans un bas-fond, même dans Cotonou. Non. Et je les interroge, je dis, mais c'est vos enfants que vous mettez dans ces conditions. Si le problème de domaine ou de parcelle se pose, la communauté s'entend pour dire, bon, alors ce que nous avons là n'est pas propice pour accueillir nos enfants. Allons ailleurs. S'il faut acheter, on s'entend pour acheter. C'est ce qui est le cas. Donc ça nous interpelle tous. Vous savez, c'est à dessein qu'en 2017, l'État béninois a fait l'option, au-delà de mettre les ressources financières à disposition, que le volet opérationnel soit confié à un prestataire expérimenté en la matière. C'est comme ça qu'on a choisi le programme alimentaire mondial. C'est l'une des instances des structures des Nations Unies. Et rassurez-vous, même les vivres sont contrôlés en amont avant d'être achetés. Il y a un système de contrôle qualité. Parce que dès qu'il y aura intoxication, ce n'est plus seulement le PAM qui sera interpellé. C'est le système des Nations Unies, de façon globale, qui sera interpellé. Et nous-mêmes, nous y veillons. Ça, c'est le dispositif déjà en amont. C'est pourquoi, au début, la plupart des vivres venaient de l'extérieur. Mais on a obligé, PAM a dit, il faut impliquer les producteurs locaux pour fouetter l'économie locale. Et on a mis en place un système de formation des producteurs. On a mis en place un système qui permet de contrôler même après la formation là, ce qu'ils vont mettre avant d'être achetés. Voyez-vous, donc tout est contrôlé. Mieux, dans chaque école, à cantine, vous avez ce qu'on appelle un comité de gestion de la cantine scolaire, qui est un comité, je dirais, multidimensionnel. Vous avez les parents d'élèves dedans, vous avez les enseignants dedans, vous avez même les écoliers dedans. Vous avez les ONG recrutées par le programme alimentaire mondial, le partenaire. Et un contrôle se fait sur toute la ligne. Ce que nous avons, vous avez vu sur les réseaux, vous et moi, ce n'est pas pour la première fois. Il y a 2 ans, on avait été accusé également de servir, n'est-ce pas, de mauvais repas de riz
avariés, d'haricots contenant des charançons et tout ça. Mais quand on est allé au contrôle, c'était du fake. C'était tout simplement de l'intoxication. C'est ça qui est en train de reprendre un peu par là. Il est prévu même que l'élève, le restant des élèves là, aille goûter d'abord le repas avant qu'il ne soit servi. Et puis mieux, les bonnes dames qui préparent ces repas-là dans les cuisines de nos écoles, c'est les parents d'élèves. Ce n'est pas des gens qui ont été recrutés et qui sont payés pour. C'est des gens qui font pratiquement du bénévolat. C'est maintenant que l'État est en train de prendre des dispositions pour les soulager un tant soit peu. Parce qu'elles abandonnent leurs activités. Mais quel parent responsable va vouloir offrir n'importe quel repas à son enfant? Est-ce que vous avez vu comme moi sur les réseaux là? Est-ce que vous-même, cela relate même du réel? De l'eau à part. Et puis de quelques feuilles là, je ne sais pas si c'est des légumes qu'on va appeler ça. On appelle crin-crin. Après qu'une pâte. En tout cas, je ne peux pas faire de conclusion actuellement parce que nous avons confié le dossier aux structures compétentes en la matière pour qu'elles nous aident à vraiment identifier ce dont il est question et qu'on puisse décourager ces genres de pratiques-là à jamais. Lorsque vous êtes régi par un contrat, il s'agit là de recrutement sur poste. Et pendant la durée du contrat, vous ne pouvez pas demander, n'est-ce pas, qu'on vous mute d'aller servir ailleurs. Ça, c'est le principe, ça. Je voudrais que nous en tenions, que nous restions collés au principe. Les aspirants au métier d'enseignant, n'est-ce pas, fonctionnent sur la base d'un contrat qu'ils ont signé avec l'Agence nationale pour l'emploi. OK, et qui les met dans des écoles précises. Ils ne sont pas, disons, ils ne sont pas éligibles aux mutations durant, puisque c'est un contrat d'1 an, qu'ici en réalité. C'est un contrat d'un, quand on parle de pré-insertion. Donc pendant l'année, là, ils ne pouvaient pas. Ils ne devraient pas, eux-mêmes ne devraient pas réclamer ça. Par contre, on dit en général qu'il n'y a pas de règle sans exception. Lorsqu'il y a des cas, des situations vraiment d'ordre social ou d'insécurité, n'est-ce pas, l'État également prend en compte ces genres de situations. Je prends par exemple le cas d'un couple marié, marié légalement. L'État ne va pas œuvrer pour la dislocation des foyers. Non, il faudra quand même préserver les foyers des gens. Donc on en tient compte si ça n'a pas été signalé au moment où on devrait déployer l'AME. Alors lorsque ça revient au niveau central et on dit que, attention, telle dame ou tel monsieur est éloigné de sa famille au-delà des 30 km prévus par les tests, on essaye de regarder ça. Ça, c'est les exceptions. Par exemple, vous prenez un AME qui est dans une localité où il est en conflit avec la population. D'une manière ou d'une autre, il ne faut pas dire, puisqu'il est dans un contrat, il est recruté sur poste, il faut le laisser là. Donc voilà comment on essaye de gérer la question, tant pour les AME que pour les ACDPE. Dès que vous êtes dans une logique d'un contrat, c'est un recrutement sur poste qu'il est question, il faut respecter les clauses du contrat. L'expérimentation de l'anglais, c'est une expérimentation qui a un coût. Alors, l'année scolaire écoulée, l'expérimentation a atteint la classe du CM2. Alors, puisque nous avons prévu dans l'organisation que nous devons pouvoir évaluer la phase expérimentale avant de décider de la suite, cette année, les élèves qui étaient au CM1 l'année dernière sont en train de faire le CM2 maintenant. Et ainsi de suite, la cohorte là, n'est-ce pas, arrivera à son terme et une évaluation, n'est-ce pas, de l'élémentation sera faite au plan national et l'État va décider de la suite. Donc ça se poursuit dans les écoles. Il y a aujourd'hui, on a pu atteindre les 6 classes, mais aujourd'hui on a 5 classes maintenant dans les 36 écoles expérimentales qui continuent là au lieu de 6. Voilà un peu comment ça fonctionne. Puisque la première cohorte est sortie là, déjà, elles sont en 6e maintenant. Donc la deuxième cohorte est maintenant au niveau du CM2, ceux qui ont fait le CM1 l'année dernière, et ainsi de suite. On n'a pas recruté de nouveaux OCI pour garder, n'est-ce pas, de nouvelles cohortes. De façon générale, je voudrais que vous reteniez que le système éducatif dans notre pays repose sur 3 composantes essentielles. C'est la même chose de la maternelle supérieure. C'est d'abord, le premier, tout ce qui est lié au pilotage et au service.
publiques à rendre. Et ça qui prend en compte la question d'enseignants, la question d'intrants, la question de ça, que l'État doit pouvoir mettre en place. Le supérieur n'est pas exclu de cela. Rassurez-vous. Maintenant, la deuxième composante, c'est ce qui porte sur l'accès, n'est-ce pas? La rétention, l'équité. C'est pareil pour le supérieur aussi, de même que ce qui se passe à la maternelle au primaire. C'est l'accès qui prend en compte la question des infrastructures, tant pour le personnel enseignant que pour les étudiants. Là également, il y a une réforme qui est en train de travailler là-dessus. Les conditions d'études des étudiants par rapport même à leur déplacement, ça participe de cette réforme-là, qui est en cours là. Donc rassurez-vous, le supérieur n'est pas du tout négligé. Dans un passé récent, les CP, c'était des enseignants cooptés et à qui on demandait certaines tâches d'encadrement de leurs collègues, conseillers pédagogiques. Ça, c'est au niveau du secondaire. Ils ont exercé cela pendant des années, des dizaines d'années, jusqu'à ce que, fort du statut particulier des enseignants, le corps soit reconnu comme un corps d'enseignement au niveau du secondaire, un peu comme au primaire. Alors, ils ont été mis en formation, plus de 200, environ 276. Ils ont été mis en formation à l'école de formation et d'encadrement des personnels d'éducation, des personnels d'encadrement de l'éducation nationale qu'on appelle le FPN, et ensuite redéployés. Donc actuellement, ils appartiennent également au corps des conseillers pédagogiques et ils sont reclassés comme tels. Donc c'est ça les CP. Les CP, conseillers pédagogiques, font partie du corps d'encadrement et d'inspection. Inspection, c'est les inspecteurs. Donc après les inspecteurs, il y a donc les conseillers pédagogiques, et si vous voulez, donc professeur certifié, professeur adjoint, instituteur adjoint et consorts. En vérité, de quoi il est question, une fois qu'ils ont été donc reversés dans le corps, ils ont des doléances qui sont légitimes. Et ces doléances, nous travaillons là-dessus. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est des doléances qui ont trait à leur carrière, c'est des doléances qui ont trait à leurs conditions de vie et de travail. Nous travaillons donc là-dessus, avec méthode, mais surtout avec patience. Tout ce que nous avons pu lire dans la presse, je ne crois pas que les CP et leurs responsables notamment se reconnaissent dans ce que nous avons lu. Moi personnellement, on m'a envoyé un article hier, je l'ai lu, j'ai balancé à l'un d'eux, qui m'a dit non, que lui ne se reconnaît pas du tout dedans. Ils ont des préoccupations, nous les connaissons et nous travaillons en synergie avec eux. La preuve est que nous avons mis en place un comité de travail pour examiner point par point leurs doléances. Et ils font partie donc du comité de travail. Certes, le comité a pris du temps pour se mettre au travail parce qu'il y a beaucoup d'autres exigences, mais finalement ils se sont retrouvés et ils travaillent. Je voudrais vous rassurer, tous les problèmes au niveau du secteur, ils sont nombreux. Et c'est des problèmes dynamiques tels que le secteur lui-même. Nous travaillons avec méthode à les régler. La question de la disponibilité de certains enseignants au secondaire, notamment EPS. Oui, vous avez trouvé juste. Lorsqu'on parle de pénurie d'enseignants secondaires, on ne voit que mathématiques, PCT et quelquefois français, mais là où il y a le plus de pénurie, c'est en EPS. Et curieusement, n'est-ce pas, c'est en EPS. Alors, dans la base actuellement, nous n'avons plus d'enseignants d'EPS disponibles dans la base de données. Tous ceux qui étaient là ont été déployés et utilisés. Il y a 2 ans, nous avons lancé un test de recrutement. Nous voulions un certain nombre, nous n'avons pas eu le nombre. Et vous comprenez que nous nous apprêtons à lancer encore un test espérant que l'INEPS, ex-INGEPS, qui produit donc ces professeurs, a pu libérer donc certaines cohortes. D'ici l'année dernière, nous allons formuler la demande de recrutement d'enseignants, notamment dans ces matières EPS, mathématiques et consorts. La question de l'homosexualité, tout est parti d'un post de l'un de mes collaborateurs, un syndicaliste que nous connaissons tous, et qui a publié donc, un texte qui n'était pas
totalement exact. Parce que il faut retenir que la vérité, nous n'enseignons pas l'homosexualité dans nos écoles, encore moins en 5e. Si vous lisez bien les documents, vous allez comprendre qu'il n'en est pas question dans les programmes d'études. On en a fait référence dans le guide de l'enseignant. Parce qu'il y a le programme, il y a le guide de l'enseignant. Et justement, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et dans ce guide, qu'est-ce qui est dit en plus? Parlant donc de la reproduction humaine, donc des animaux, on a parlé des formes de reproduction, on a parlé donc, des formes d'accouplement, et on a mis en garde contre des travers sociaux en ce qui concerne les valeurs, nos valeurs. Et c'est de là qu'on a parlé donc de l'homosexualité comme étant une contre-valeur. C'est de ça qu'il est question. La question est de savoir alors, est-ce qu'il faut en parler? S'il faut en parler, comment en parler? Qui a donc, mettons, le pouvoir d'en parler? Un peu comme, chers journalistes, vous avez votre fils, votre fille qui sort de la maison et vous savez que dehors, il y a des prédateurs, il y a des dangers. Est-ce que vous taisez là-dessus ou bien vous la prévenez quand même qu'il y a des dangers si elle sort dans tel lieu et tel autre? Alors, vous choisissez entre le silence coupable ou carrément la responsabilité qui consiste donc à prévenir. Donc finalement, moi je pense que il y a quelque chose de positif à tirer de cette polémique, qui est cette question. Nous en avons débattu avec notre instance supérieure, qui est le Conseil national de l'éducation, et cette question demeure. Nous devons répondre à cette question. Donc, une fois encore, aucun programme de la maternelle jusqu'en terminale, en tout cas, ne parle donc de l'homosexualité en tant que thème d'enseignement. Enfin, très rapidement, la sédentarisation. Pourquoi il y a des AME qui sont obligés de faire plus d'un établissement? Est-ce que les tests sur la sédentarisation n'ont pas fixé? Non. Ce qu'il faut comprendre, les AME sont régis sur la base d'un contrat de travail. Ils adhèrent à ce contrat. Et alors, pour que leur statut soit valide, sinon pour que le contrat soit valide, il leur faut un minimum d'heures d'enseignement. Lorsque vous enseignez par exemple mettons l'anglais, et on constate qu'il y a 10 heures non couvertes d'anglais dans un collège, on vous récupère là. Avec 10 heures, ça ne suffit pas pour avoir votre salaire. Donc il faut compléter. Si à côté du collège où vous êtes donc pris, il y a un autre collège, il y a encore 10 heures ou 12 heures, on vous fait appel là-bas. En fait, c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas que de façon volontaire, on les oblige à parcourir 2 ou 3 établissements. Voilà comment cela se fait. Même par le passé, c'était la même chose. Maintenant, nous avons fait l'effort donc de comprimer, faire en sorte que, dans la mesure du possible, l'AME ne puisse pas dépasser un établissement. Et au ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, de conclure cette conférence de presse. Je voudrais que, en termes de conclusion, que vous et nous puissions retenir que de 2016 à aujourd'hui, l'école béninoise a beaucoup évolué. Elle a gagné en qualité, à tout point de vue. Et les éléments et les exemples sont là à foison. 1. Est-ce que vous entendez encore parler, depuis 2007, d'années scolaires sauvées dans ce pays? Pour faire de grève ou de ci ou de ça? Non. Ça, c'est une évolution qualitative. Depuis la rentrée de 2017, on a commencé en septembre, depuis 2017. C'est seulement la rentrée de 2016, quand on vient d'arriver là, qu'on a effectué en octobre. Mais depuis 2017, toutes les rentrées scolaires, n'est-ce pas, s'effectuent en septembre. Et on a toujours conduit l'année à terme, même en période difficile de Covid-19. Nous faisons partie des rares pays qui n'ont pas blanchi leur année scolaire.
Ensuite, les résultats sont au rendez-vous. Nous sommes partis de moins de 40% de qualité en 2016 pour être aujourd'hui tout au moins à 78% de réussite scolaire au Bénin. Et cette réussite scolaire n'est pas seulement reconnue au plan national. Nous avons pris part des évaluations régionales. L'Afrique au sud du Sahara, le Bénin, je vous le dis, est devenu la référence. C'est tous les jours que nous recevons de demandes de visite d'études au Bénin. Pour voir comment le Bénin s'est organisé en si peu de temps à avoir de pareils résultats. Même si à l'interne, on est dans la logique de ne pas reconnaître, mais à l'externe, des gens qui viennent voir, on participe aux évaluations, on va à des rendez-vous. Et tout le monde le connaît. Ce n'est pas pour rien même, ne serait-ce que pour les cantines scolaires. Le Bénin, à travers le président de la République, a été désigné comme champion mondial de cantines scolaires. Et quand on va à ces sommets-là, à l'extérieur, on est valorisé. Je voudrais que vous reteniez cela comme des points positifs. Et que si vous avez des informations à rechercher, vous apprenez des choses, les portes de nos ministères sont ouvertes. Donc, je vous disais tout à l'heure que nos résultats sont améliorés. En termes de taux de réussite, c'est là. En termes de rétention, voyez-vous, aujourd'hui, on est au-delà de 90% de taux de rétention. Si on prend seulement les écoles à cantine qui sont aujourd'hui au nombre de 5508 environ, qui sont déjà couvertes, on est au-delà de 96% de taux de rétention. Des enfants qui restent à l'école, qui n'abandonnent plus. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas à manger. Et quand on ajoute cela aux 2000 et quelques écoles qui restent à couvrir, le taux de rétention aujourd'hui tourne autour de 92%. Si vous ajoutez cela au taux de succès, de réussite de 78%, on ne peut pas dire que notre école ne se porte pas bien. Et ce que je voudrais que vous reteniez ça. Qu'ensemble on puisse dire non, ça fonctionne. Il y a quelque chose qui se fait, et quelque chose de bien, même s'il reste à faire. Voilà, chers sœurs et frères, chers amis de la presse, l'essentiel de ce que nous avons voulu commencer avec vous à partir d'aujourd'hui. Je dis que c'est un commencement, on prendra la disposition pour qu'à la fin du deuxième trimestre, on puisse se retrouver encore. Et à partir de ces éléments d'aujourd'hui, là, que vous pouvez nous interpeller, nous dire, bon, quand on s'est vu le 8 novembre, vous avez pensé par quelle est la situation aujourd'hui. Et quand on y va jusqu'à la fin de l'année, quand on se retrouve à la fin de l'année, on dit, ah, maintenant, quelle est la situation? Et ensemble, nous allons gagner le pari, s'il n'est pas déjà gagné.